I'm very happy to be here today with you all. And as some of you may know, about 5 months ago, I had a liver transplant. Steve Jobs est mourant. Un jour de mai 2011, Bill Gates, son rival de toujours, lui rend visite dans sa maison de Palo Alto, en Californie. Une cérémonie des adieux entre deux hommes qui ont façonné le monde de l'informatique et à leur manière ont écrit un chapitre entier du monde contemporain. Deux des plus fabuleux destins du XXe siècle déposent les armes pour boucler un cycle débuté 35 ans plus tôt. He and I, in a sense, grew up together. We were within a year of the same age, and we were kind of naively optimistic and built big companies, and most of it as rivals, but we always retained a certain respect, communication, including even when he was sick. I got to go down and spend time with him. Steve Jobs, l'homme aux multiples vies, Wonder Kid puis quasi renégat, avant de devenir une sorte de gourou New Age de la high-tech. Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, une vie en forme de courbe exponentielle remplie de rêves de grandeur. Deux supernovas dont la synergie et la rivalité ont bâti un système binaire, deux hommes fougueux que tout oppose. Est-ce qu'ils étaient amis? Je ne crois pas qu'ils s'appelaient pour se dire « Hey, tu sais, c'est mon anniversaire ». Je ne crois pas que c'était ce genre de relation. Leur seul point commun, avoir abandonné leurs études pour mener leur aventure de visionnaire. Vous savez, bien qu'ils n'aient jamais travaillé dans la même compagnie, ils ont créé toute une industrie ensemble. On avait un hippie et un geek. Gates et Jobs, c'est l'histoire du plus beau duel qu'une industrie ait jamais connu, avec la bagarre entre Mac et PC en fond d'écran. Jobs le hippie et Gates le geek ont tout simplement écrit le futur de l'ordinateur. Dans les années 70, Steve Jobs et Bill Gates sont encore deux adolescents. Le jeu vidéo s'invite à peine dans les foyers. Le monde de l'ordinateur, lui, n'est encore fait que d'énormes machines, des supercalculateurs que seules les grosses sociétés peuvent s'offrir. Un marché alors dominé par la multinationale américaine IBM, plus connue sous le nom de Big Blue. Natif de Seattle, Bill Gates, enfant d'une famille aisée, s'amuse au lycée puis à l'université à créer des programmes et des logiciels avec son ami Paul Allen. Bill Gates et Paul Allen étaient à la fac d'Harvard et au rayon informatique à la bibliothèque, ils ont vu en janvier 1975 un magazine, Popular Electronics. On y présentait sur la couverture une photo de l'Alter. C'est le coup d'envoi de leur destinée dans l'informatique. L'Alter ou le dinosaure de l'ordinateur personnel. Un outil rudimentaire, mélange de touches et de voyants lumineux. Il connaît un second départ grâce à Bill Gates et Steve Allen. En créant pour l'Alter un langage informatique, le BASIC, il lui offre une intelligence. C'est révolutionnaire. Ils étaient passionnés par tout ce qui touchait au langage informatique. En 1975, leur objectif était de dominer ce marché pour les ordinateurs personnels. C'est pour ça qu'ils ont quitté Harvard. Dans la foulée, Gates et Allen créent leur société en avril 1975, Microsoft, pour mieux vendre leur BASIC, mais surtout pour développer de nouveaux logiciels destinés aux futurs ordinateurs. Toujours en 1975, mais cette fois à Palo Alto, en Californie, un autre duo émerge. Steve Jobs, 20 ans, et Steve Wozniak, 25 ans. Deux lycéens fans de nouvelles technologies. Et pour eux aussi, l'Alter signe le début d'une épopée. Steve Wozniak a regardé l'Alter. Pour lui, ça n'était pas élégant. Il y avait trop de puces, l'appareil était trop volumineux. Et Woz s'est tout de suite dit « Je peux redessiner un modèle qui tient tout entier sur un support unique ». Ce sera l'Apple I. Wozniak et Jobs réunissent pour la première fois sur un même support tous les composants qui permettent à un ordinateur de fonctionner. Une alimentation,
un clavier, de la mémoire, le tout relié à un écran. Les deux amis viennent de donner naissance à l'ordinateur personnel. Fabriquer l'Apple I était l'idée de Woz, et il l'a conçu seul. Puis il l'a montré à son ami Steve Jobs, beaucoup plus orienté marketing, et lui, il a tout de suite vu le potentiel commercial du produit. Il s'est dit, on peut faire de l'argent avec ça. Mais pour l'instant, c'est dans un simple garage, celui de la famille Jobs, que se fabrique l'Apple I. Je suis presque l'unique personne à avoir travaillé dans le garage, du moins sur l'Apple I. Steve Jobs, lui, était pendu au téléphone dans la cuisine, alors que moi, j'étais dans le garage en train de tester le support de l'Apple I. Ils étaient tout excités, impressionnés par le fait que les gens étaient prêts à acheter leurs produits. Je veux dire, ils allaient réellement gagner de l'argent avec quelque chose qu'ils avaient conçu eux-mêmes. C'était vraiment un sentiment inédit. Un an après Microsoft, la société Apple Computer voit le jour en avril 1976. Microsoft et Apple, deux facettes de la révolution informatique. Ils étaient tous deux persuadés que l'ordinateur n'était pas un truc seulement important. C'était un enjeu crucial. Même si chacun suivait un chemin bien différent pour y arriver. Jobs venait du hardware, les machines, les ordinateurs. Et Gates du software, les logiciels, le langage. Ils suivaient donc deux voies différentes, mais tous deux étaient obstinés. Ils étaient convaincus qu'ils allaient changer le monde. Alors que Bill Gates continue de développer son BASIC, le duo de la Silicon Valley poursuit sur sa lancée. Steve Wozniak développe l'Apple II, tandis que Steve Jobs se met en quête d'investisseurs pour faire grandir sa jeune société. Steve a rencontré Mike Markula. C'était le gars qui avait l'argent. Et il a aimé ce qu'il a vu. Il a défini le plan de développement, il a levé des fonds, il a développé Apple, il a formé un comité de direction. C'est vraiment avec lui qu'Apple a décollé. L'homme d'affaires californien Mike Markula, séduit par Steve Jobs, investit $250 000 dans Apple, qui s'agrandit, déménage et s'installe à Cupertino, où réside toujours aujourd'hui le siège de la société. How many calculators do you own? 2, maybe. Right, and you have used the automatic bank telling machines? Sure. So life is already seducing you into learning this stuff. And it's certainly not an 1984-ish vision at all. It's just going to be very gradual and very human and will seduce you into learning how to use it. Jobs et Wozniak dévoilent leur nouvel ordinateur au printemps 1977. À la Computer Fair de San Francisco, l'Apple II fait un tabac. L'Apple II était une immense avancée. C'était le tout premier ordinateur personnel. Il était plus cher, mais 10 fois plus performant. Il était magique parce que vous pouviez faire absolument tout ce que vous vouliez, pour peu que vous soyez un tant soit peu créatif. L'Apple II, ou le premier ordinateur personnel grand public. Ses ventes sont impressionnantes. Il incarne la révolution informatique. Mais il a un sérieux handicap. Et celui qui a la solution, c'est Bill Gates. Woz avait écrit une version du BASIC, mais elle n'était pas complètement au point. Elle était insuffisante. Ils se sont donc mis en quête d'une autre version du BASIC qui soit compatible avec l'Apple II. Et Microsoft disposait de cette version. Ils ont donc contacté Bill Gates. Microsoft apporte avec son BASIC ce qui manquait à l'Apple II. C'est la première collaboration entre Bill Gates et Steve Jobs. Mais en cette fin des années 70, c'est bien ce dernier qui, grâce au succès de l'Apple II, occupe alors le devant de la scène. En 1980, ils sont entrés en bourse. De nombreuses personnes ont acheté des actions. Vous savez, c'était l'une des premières sociétés sur le marché de l'ordinateur personnel qui a permis à ses actionnaires de s'enrichir. Alors les gens se sont mis à la surveiller de près. It's very interesting. I was worth about over $1 million when I was 23, and over $10 million when I was 24, and over $100 million when I was 25. But especially at that point in my life, it was not the most important thing. The most important thing was the company, the people,
the products we were making. Les produits, c'est aussi l'obsession de Bill Gates. Tout à sa vision d'un monde organisé autour du logiciel. There's a lot of people who are forecasting that there'll be software stores just like there are record stores today, and that there'll be thousands and thousands of those. And I think I'd have to agree with that. Le premier produit de Microsoft, c'était le BASIC. Et ils l'ont vendu à Apple, à Radio Shack, à Commodore. Tous étaient des clients. Il faisait des affaires avec tous ceux qui essayaient de fabriquer des ordinateurs personnels. Il était le premier à imaginer une société produisant uniquement du logiciel et pas du matériel informatique. Il pensait qu'au fil du temps, ce type de compagnie serait plus rentable que celle qui produisait les ordinateurs. Apple était l'éléphant et Bill Gates la petite souris. Donc, dans cette position, Bill Gates se devait d'être un fin stratège. Il a fait grandir sa société face à des géants de l'industrie, comme Apple ou IBM. Pour ça, il devait faire en sorte que ces compagnies achètent ses logiciels. IBM, le géant du hardware, a décidé de se lancer à son tour sur le marché du personal computer, le PC. Mais ces ordinateurs ne sont rien sans les logiciels, le software. IBM se tourne alors vers la nouvelle référence du soft, Bill Gates, qui saisit cette opportunité unique et signe en 1980 un mirifique contrat avec Big Blue. Son nouveau système d'exploitation, le MS-DOS, équipera tous les ordinateurs fabriqués par IBM. Le MS-DOS de Gates est la colonne vertébrale du PC. Il structure l'ordinateur pour en faciliter l'utilisation. Bien sûr, le deal avec IBM était primordial. J'entends par là que voir MS-DOS adopté par IBM a fait la différence. C'est certainement le moment clé. Ce qu'il a fait de plus judicieux, peut-être même ce qu'il a fait de plus brillant dans l'histoire de l'informatique, ça a été de faire signer un contrat à IBM. Ça lui assurait un paiement unique, mais par ailleurs, il gardait le droit de vendre son logiciel à tous les fabricants qui cloneraient le PC d'IBM. IBM n'imaginait pas que quiconque réussirait à copier son PC. Du coup, ils n'ont pas fait attention à ça. C'est le coup de maître absolu de Bill Gates. À côté de son contrat avec IBM, il garde le droit de vendre son système d'exploitation à tous les concurrents de Big Blue. Bingo! Avec le DOS, Gates définit le standard de toute l'industrie du PC. 6 mois après la signature de son deal avec IBM, plus personne dans la Silicon Valley n'ignorait le nom de Microsoft. Au début des années 80, Steve Jobs et Bill Gates n'ont pas encore 30 ans, mais sont déjà les deux figures incontournables d'une industrie en pleine expansion. Une success story météorique pour deux personnalités diamétralement opposées. Robert Cringeli connaît bien les deux hommes. Cet acteur de la révolution informatique côtoie Gates et Jobs depuis la fin des années 70. Ancien collaborateur d'Apple reconverti dans le journalisme, voilà plus de 30 ans qu'ils racontent leur rivalité. Avec Bill, c'est toujours une question d'argent. Avec Steve, ce n'est jamais une question d'argent. L'argent, c'est bien, mais ce n'était pas pour l'argent. Et ils étaient comme noir et blanc. Vous savez, en haut, en bas, chaud et froid. C'était des personnes très, très différentes. Quand j'ai embauché Steve Jobs chez Atari, je crois qu'il avait alors 19 ans. Il était très sûr de lui. Il jugeait très rapidement s'il vous trouvait intelligent ou idiot. S'il pensait que vous étiez bête, il se montrait très dédaigneux, même si vous étiez son supérieur hiérarchique. Il savait très précisément ce qu'il voulait, et il vous pressait comme un citron, jusqu'à obtenir de vous exactement ce qu'il voulait. Il était très très persuasif. Il était particulièrement doué pour identifier ce qui était une bonne idée et ce qui ne l'était pas. Il se fiait immanquablement à son instinct. Il se fiait à ses tripes. Il en parlait tout le temps. Il y avait une dimension spirituelle. Il avait lu des livres, par exemple ceux de Gurdjieff, un maître spirituel russe très connu. Il parlait constamment de l'intégration, de l'intégrité.
Ce qui implique d'utiliser toutes ses facultés, d'utiliser le pouvoir de vision de son troisième œil. Dans les années 70, à l'instar de nombreux hippies de l'époque, Steve Jobs, flanqué de son copain Daniel Kottke, part sur la route des Indes. Un voyage initiatique en forme de quête mystique. Nous cherchions un sage qui aurait le secret de la connaissance à nous transmettre. Mais rien ne nous est vraiment arrivé. Nous n'avons pas rencontré le gourou que nous espérions trouver. Steve parlait souvent de ces histoires de spiritualité. Et en même temps, il pouvait se montrer vraiment cruel. Il avait de réels problèmes avec l'intimité. Il ne s'autorisait pas à être proche des gens. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Vous savez, il aimait l'idée de la spiritualité, mais le vivre lui était très difficile. Et Bill était juste un geek, juste un obsédé de l'informatique. Et en tant que tel, surtout dans ses jeunes années, il avait du mal à communiquer, à se faire comprendre. Sa famille ne savait pas quoi faire de lui. Et il a trouvé sa voie dans les affaires, la technologie, dans le succès, en se basant sur le pouvoir de son intelligence. Steve Jobs était bien meilleur en marketing que Bill Gates. Mais il n'était pas aussi doué en technique. Il n'était pas très bon pour la programmation informatique. Bill Gates, lui, savait écrire un programme, et un bon programme. Bill est différent. Il est guidé par les données et la technologie. Tandis que Steve, son truc, c'est le feeling, l'apparence. Donc, l'un plus technicien et l'autre plus marketing. One result, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own corpses. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. Jobs, le roi du marketing, inaugure un nouvel âge de la publicité en 1984. Il fait de sa nouvelle création, le mythique Macintosh, le rempart face à un monde orwellien, incarné par le géant IBM. Après le Macintosh, plus rien ne sera comme avant. Simplicité d'utilisation, design, la souris fait son apparition. Tout comme l'interface graphique, un mot un peu barbare pour désigner ces petites fenêtres qui simplifient la vie de l'utilisateur. Des innovations qui font du Macintosh un énorme succès technologique. Et les logiciels comme Excel et Word, développés par Microsoft, y sont pour beaucoup. Macintosh trouve d'ailleurs en Bill Gates l'un de ses meilleurs ambassadeurs. It's a great machine. It's a step forward in terms of the way it uses graphics and the speed. And this is a machine that a lot of people are going to be able to afford. That's a very, very useful machine. Il y avait beaucoup de collaborations sur le Mac. Microsoft a fait de très bonnes choses. Vous savez, Excel est sorti en premier sur le Mac. L'ambiance était bonne quand Bill venait. Mais rappelez-vous, nous n'étions pas du tout en compétition à l'époque. Ils étaient nos alliés et nous aidaient à mettre au point le Macintosh. Nous nous entendions très bien et ils nous ressemblaient à bien des égards. Welcome to the Macintosh software dating game. Software CEOs, could I please ask you to introduce yourselves? Dans une parodie du jeu tourné-manège, Jobs met en concurrence sur scène les vedettes du logiciel qui ont contribué au développement du Macintosh. My name is Bill Gates. I'm chairman of Microsoft. And during 1984, Microsoft expects to get half of its revenues from Macintosh software. Software magnate number 3, describe your ideal relationship with Apple. Well, we'll be selling our software independently. So the key thing is that Apple gets a lot of consistent standard machines out there quickly. Derrière les sourires de façade, Steve Jobs est le roi et traite Bill Gates comme un vassal.
J'ai passé ces 2 jours à Hawaï avec Bill à être complètement ignoré. Nous étions traités comme des petits riens, comme les pires, c'était horrible. On est parti marcher, Bill et moi, on est allé se promener tout le long jusqu'à Diamond Head. Et de retour sur la plage, on a parlé de notre frustration. On s'est fait baiser, qu'est-ce qu'on va faire? Lotus, notre concurrent, va nous démolir, on est dans la merde. Comment on va redresser ça? On était tellement tristes et anxieux parce qu'ils nous avaient tout simplement mis sur la touche. Bill Gates est amer, mais il est perspicace. La fameuse interface graphique du Mac incarne l'avenir de l'ordinateur personnel. Il est bien décidé à ne pas rater le coche, sans état d'âme. Je n'avais pas confiance en Bill Gates, vous savez, pendant qu'on travaillait sur le Macintosh. J'étais l'un des premiers chez Apple à comprendre que Microsoft était en train de nous copier. Ils mettaient au point leur propre version du système d'exploitation. J'étais constamment au téléphone avec le gars qui, chez eux, s'occupait de leurs applications. Et il me posait des questions précises sur le fonctionnement du Mac, des choses qu'ils n'avaient pas besoin de savoir pour faire ce qu'ils avaient à faire. Je les ai démasqués. Je me suis dit, « Hey, il copie le Mac !» Je l'ai dit à Steve, mais il ne s'en inquiétait pas du tout. Jobs va vite perdre son sang-froid quand il apprend le lancement par Microsoft de son nouveau système d'exploitation, Windows. C'est sûr qu'il y a eu un gros différend quand Windows est sorti. De tout ce qui s'est passé entre les deux compagnies, c'est sûrement ça qui a le plus touché Apple, qui a affecté son personnel, ses avocats, et sûrement, dans une certaine mesure, ça a blessé Steve. Il était furieux. Sa première réaction a été de dire « Faites-moi venir Bill Gates demain !» Et j'ai pensé « Tu peux pas exiger de ton compétiteur qu'il rapplique immédiatement. Ça risque de prendre au moins une semaine. » Mais j'étais abasourdi. Bill était là le lendemain. J'ai été très impressionné par Bill Gates. On avait d'un côté Steve Jobs, très en colère, accompagné d'au moins 8 ou 10 collaborateurs Apple. Et en face, juste Bill de Microsoft, tout seul, sans personne. Steve Jobs était fou furieux et lui hurlait dessus. « Tu nous as trahis! Comment as-tu pu nous trahir ?» Et Bill Gates, aussi calme qu'on puisse l'être, a rétorqué « Eh bien Steve, c'est une façon de voir. J'ai une autre vision des choses. » Il savait que l'interface graphique était l'avenir de l'ordinateur. Vous savez, le DOS était tout, c'était quelque chose d'immense. Mais Gates savait que s'il ne sortait pas Windows, il serait mis hors jeu. Bill Gates a choisi l'offensive. Jobs en avait déjà eu un avant-goût lors du renouvellement de la licence du BASIC, qui équipe l'Apple II, toujours l'ordinateur le plus rentable pour la firme de Cupertino. La collaboration a vécu, place à la rivalité ouverte. Apple a dû renégocier le contrat, et Bill a exigé un montant très élevé qu'il ne pensait pas obtenir. Et Steve s'est senti piégé, et il a payé ce que Bill demandait. Il l'a surpayé pour prolonger le contrat avec Microsoft sur le BASIC. Microsoft a gagné tellement avec ce contrat qu'ils ont pu investir cet argent qu'ils n'avaient jamais pensé percevoir pour financer leur développement international. On parle toujours des sociétés jouant aux échecs. Eh bien, quand tout le monde joue aux échecs, Bill, lui, il joue aux échecs en 3D. Il avait déjà prévu son prochain coup sur un autre échiquier depuis les 3 derniers coups. Si vous prenez en compte qu'aujourd'hui, plus de la moitié du chiffre d'affaires de Microsoft est réalisé à l'étranger, eh bien cela ne se serait pas produit sans Apple. Alors que Gates est en pleine ascension, Jobs bascule dans une folie mégalomaniaque. Le monde doit tourner autour de lui. Il instaure un véritable culte autour de sa personnalité. La machine, sa machine, reconnaît même en lui un père. I'd like to sit back and listen. So it is with considerable pride that I introduce a man who's been like a father to me, Steve Jobs.
Oh, I think if you talk to a lot of people on the Mac team, they will tell you it was the hardest they've ever worked in their life. Some of them will tell you it was, the happiest they've ever been in their life. But I think all of them will tell you that it is certainly one of the most intense and cherished experiences they will ever have in their life. Mm-hmm. Yeah, they did. So, it's some of those things you are not sustainable for some people. La seule façon qu'avait Steve de diriger une société, c'était de tout dominer. Donc, si ça ne lui tenait pas à cœur, il ne participait pas vraiment. Mais si ça lui importait, alors il venait au meeting et il dirigeait le meeting. Il n'y avait pas de moyen de contourner cela. Tout le sujet de la réunion tournait autour de Steve. Est-ce que Steve aime ça? Quand est-ce qu'on rencontre Steve? Qu'est-ce que Steve en pense? On ne pouvait rien faire avant d'avoir rencontré Steve. Pour le meilleur ou pour le pire, il dirigeait en contrôlant tout, comme un dictateur. Pas comme une démocratie ou un parlement, c'était un dictateur. Il n'avait foi qu'en de tout petits groupes de travail, poussés à produire le meilleur d'eux-mêmes. En partie parce qu'il pensait qu'il ne pouvait vraiment diriger qu'une poignée de personnes. Et donc, pourquoi ne pas sélectionner les meilleurs? Il était constamment en train de vérifier qui étaient les meilleurs. Et vous savez, j'ai été viré par Steve Jobs 3 fois. J'ai été licencié parce que je n'arrêtais pas de sortir du groupe d'élite. J'étais utile, mais pas si utile que ça, vous savez. Cringely? Virez-le. Hello, I'm John Sculley, president of Apple. En 1983, pour diriger Apple, Steve Jobs avait débauché John Sculley de Pepsi-Cola, avec cette phrase légendaire « Veux-tu vendre de l'eau sucrée jusqu'à la fin de ta vie ou changer le monde avec moi ?» Ils forment au début un couple magique. Mais les médiocres ventes du Macintosh, conjuguées au caractère de plus en plus tyrannique de Jobs, mettent fin très vite à la lune de miel. Finalement, on est arrivé à une guerre ouverte au sein du conseil d'administration entre John Sculley et Steve Jobs. En fin de compte, comme Jobs avait lessivé tant de personnes, avait généré tant d'animosité et de peur le concernant, quand le conseil en est venu au vote, pratiquement tous ses membres ont préféré ne plus avoir Steve Jobs là, parmi eux. Tell us about your departure from Apple. Oh, it was very painful. I'm not even sure I want to talk about it. What can I say? I hired the wrong guy. That was Sculley? Yeah. And he destroyed everything I'd spent 10 years working for. And a friend of mine was working at Apple. J'avais un ami qui travaillait chez Apple. Il était là le jour où Steve est parti. Ils ont tous été appelés. On les a rassemblés sur le parking et on leur a dit « Un de nos fondateurs, Steve Jobs, quitte la compagnie. » Et personne ne s'en souciait. Ils disaient plutôt « Tant mieux, on va pouvoir enfin se mettre au boulot sans tout ce stress et cette folie. » Tout le monde s'en fichait. Steve Jobs vit son éviction d'Apple en 1985 comme un terrible échec sentimental. On lui a pris son enfant. À peine renvoyé, il crée avec son argent une nouvelle société, Next. Il souhaite prouver au monde qu'il peut réussir sans Apple et continuer à révolutionner l'univers de l'ordinateur. Pour lui, chez Apple, c'était lui le génie, pas les autres. Maybe we can try it tomorrow or something, but we gotta run now. Thanks. Hey, thanks, Ryan. It's been a good day. Il avait besoin d'amis. Il avait besoin qu'on l'aide. Et Microsoft n'a jamais rien fait pour Next. Mais il n'a rien fait contre non plus. Bill Gates ne considérait pas Next comme quelque chose d'important. Il ne voyait pas chez Next de potentiel commercial. Il n'avait donc même pas besoin d'entrer en compétition. Il était convaincu que Next mourrait toute seule de sa belle mort. Mike Slade, l'un des hommes de confiance de Bill Gates, a quitté Microsoft pour rejoindre l'aventure Next. Il en garde un souvenir cuisant.
C'est clair, personne n'achetait nos produits, nous n'avions aucun volume. J'étais là, suppliant les clients. Nous avons vendu quelque chose comme 50 000 ordinateurs par an. Alors pourquoi s'acharner? C'eût été une mauvaise décision stratégique, c'est aussi simple que ça. First thing to look at in this product is the user interface. That's perhaps the most important thing about this product. This is the user interface of Windows 2.0. Dès la seconde moitié des années 80, Bill Gates veut, après le BASIC, après le DOS, faire de son nouveau système d'exploitation Windows le standard mondial. Roland Hanson est l'homme qui a fait de Bill Gates la figure médiatique mondiale de l'industrie du software. Et c'est aussi à ce ténor du marketing que l'interface graphique qui va coloniser la planète doit son nom. On a réalisé que les leaders d'opinion de l'industrie n'utilisaient plus le terme d'interface graphique. Ils appelaient tout ça des Windows, des fenêtres, parce que c'était comme des fenêtres qui apparaissaient à l'écran. Et je me suis dit, nom de Dieu, mais il y a un seul nom qui s'impose. Nous devons appeler notre produit Microsoft Windows. Well, Windows 95 is so easy, even a talk show host can figure it out. Windows était un affront pour Jobs. Windows était une insulte. Lointain héritier du Macintosh, Windows, en 10 ans, s'impose dans presque tous les ordinateurs du marché. Le succès est planétaire, on se l'arrache. Avec Windows 95, Gates et le PC détrônent définitivement le Mac. Windows était un moyen de faire avancer tout ce que Gates voulait faire. C'était les fondations pour tout ce qui a suivi. Quand Windows 98 est sorti, ça a été une vraie révolution pour le monde du PC. Windows équipe 90% des ordinateurs dans le monde. Encore aujourd'hui, c'est un réel phénomène. Et ça n'est pas prêt de changer. Le fantastique succès de Windows 95 érige le geek de Seattle au rang de maître du software et fait de lui l'homme le plus riche du monde. Interviewé à l'époque par Robert Cringely, Steve Jobs laisse parler sa rancœur. En quelques mots cinglants, il en profite même pour définir la ligne de fracture avec son vieux rival. The only problem with Microsoft is they just have no taste. They have absolutely no taste, and what that means is, I don't mean that in a small way, I mean that in a big way. So I guess I am saddened, not by Microsoft's success. I have no problem with their success. They've earned their success, for the most part. I have a problem with the fact that they just make really third-rate products. Their products have no spirit to them. Quand l'interview est sortie, Steve s'est dit qu'il était peut-être allé trop loin. Donc il a appelé Bill pour s'excuser. Il a dit « Bill, j'ai vu le documentaire et je pense que sans doute je n'aurais pas dû dire publiquement que Microsoft n'avait pas de goût. » Et Bill lui a répondu « Ok, merci Steve. J'apprécie que tu m'appelles pour cela, je pense en effet que tu es allé trop loin. » Et Steve alors a rétorqué « Mais c'est vrai, tu sais, vous n'avez pas de goût. Je n'aurais pas dû le dire publiquement. Mais tu sais que c'est vrai. » Et Bill a répondu « Steve, je n'ai peut-être aucun goût personnellement, mais tu as dit que toute ma société n'avait aucun goût. » Amer après l'échec de sa société Next, aigri par le succès de son concurrent Gates, Jobs remonte la pente grâce à la compagnie de films d'animation Pixar, dans laquelle il a investi. Un pari en or. Mais comme toujours, il ne peut s'empêcher de tirer un peu trop la couverture à lui.
So, Steve Jobs, you founded Pixar in 1986 when you bought Computer's division of Lucasfilm. Did you know right then what was going to happen in this business? Well, when I first met Ed Catmull, who ran the computer division of Lucasfilm and who I founded Pixar with, we did it together. Ed showed me what they were working on, and I was blown away. I mean, the graphics were, years beyond anything I'd ever seen before. And he told me of his dream to make the first computer animated feature film. And I bought into that dream both sort of emotionally and financially, and we founded Pixar. It's just wrong. C'est faux. C'est du marketing. L'histoire qu'il racontait pour se vendre lui-même. C'est une jolie histoire, mais elle est fausse. Il n'est pas Pixar, il est le porte-monnaie de Pixar. Il est séduisant, narcissique, il s'exprime bien. Quelque chose sonne faux là. Mais quand il veut vendre quelque chose, on peut dire qu'il s'en donne la peine, y compris pour se vendre lui-même. En 1995, Toy Story est le premier film d'animation entièrement conçu sur ordinateur. Il fera un carton au box-office. Et voilà ce que Steve a fait, ce en quoi il excellait. Il a saisi l'occasion. Il a mis la société sur le marché sans aucune base concrète. On n'avait aucune trésorerie. On avait juste ce film et les critiques de New York disaient qu'il était bon. C'est en cela qu'il sait vendre quelque chose. Il a pris cette idée et il l'a bien vendue. Il a fait coter Pixar en bourse et il est devenu multimillionnaire du jour au lendemain. 10 ans après le départ de Steve Jobs, Apple ne s'est toujours pas relevé et frôle même la banqueroute. Sa dernière carte, faire revenir l'enfant prodige. C'est chose faite après avoir acheté Next, sa société moribonde. Quand il est revenu chez Apple en 1996, il était beaucoup plus mature, un homme meilleur. Il avait connu le succès d'une société, enduré l'échec d'une autre. Il avait laissé derrière lui la folie de sa jeunesse. Je pense que c'est l'un des plus incroyables retournements de situation de toute l'histoire, dans n'importe quelle industrie, dans n'importe quel pays. Voir un homme revenir dans une société qui coulait, une compagnie en très mauvaise santé, et réussir à retourner la situation avec le succès qu'on lui connaît. Quelque chose s'est passé chez Next qui a changé, Steve. Ce quelque chose, c'était que pour la première fois, il était question de son argent personnel. Chez Next, c'était son argent qu'il perdait. Chez Apple, c'était l'argent de la bourse, c'était l'argent de Wall Street, c'était virtuel. Mais chez Next, c'était de l'argent concret, c'était son argent qui sortait. Il pouvait l'entendre quitter le bâtiment. Et donc pour la première fois, il a commencé à se soucier des pertes et profits, à se sentir concerné par le succès commercial. Il est devenu un homme d'affaires, ce qu'il n'avait jamais été avant. Il est devenu un petit peu plus comme Bill Gates. Un an après son retour chez Apple, Steve Jobs, réinstallé aux commandes de la société, développe son plan d'action. L'occasion d'annoncer l'inconcevable pour les adorateurs de la marque. And I'd like to announce one of our first partnerships today, a very, very meaningful one, and that is one with Microsoft. The discussions actually began because there was some patent disputes. And rather than, I know. Rather than repeating history, I'm extremely proud of both companies that they have resolved these differences in a very, very professional way. And I happen to have a special guest with me today via satellite downlink. And if we could get him up on the stage right now. Good morning. Some of the most exciting work that I've done in my career. Bill was genuinely happy. Bill était sincèrement heureux que Steve revienne. Je crois qu'il savait que perdre Apple ne serait pas une bonne chose pour l'industrie. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'ils se sont rapprochés et qu'ils sont restés proches.
par la suite. Bill n'a pas fait une fleur à Steve. Ce que Bill a fait, c'est la chose suivante. Microsoft avait un revenu correct grâce à la vente de ses applications sur Macintosh. Il faisait un bénéfice avec ces ventes. Si Apple faisait faillite, Microsoft aurait du coup cessé de leur vendre des logiciels. Donc il y avait une franchise à protéger. De plus, le fait que Steve Jobs soit obligé de se mettre à plat ventre ne pouvait que rendre les choses plus savoureuses. Bill Gates a une autre motivation pour venir en aide à Steve Jobs. Les démêlés de Microsoft avec la justice du fait de la position de monopole qu'occupe Windows depuis 10 ans. I'm here to share my story and answer questions about Microsoft and the PC industry. I hope that my testimony helps the court to resolve the issues in this case. That would be best for consumers. Especially after Pour Bill, particulièrement après la bataille contre les monopoles, le quotidien de l'entreprise commençait à vraiment lui peser. Microsoft s'était développé avec tellement de succès. Il s'est dit qu'il pouvait se permettre de s'éloigner, de faire autre chose. Quand Gates envisage de prendre du recul, Jobs, lui, reprend sa course vers les sommets. Porté par un nouveau concept, la campagne publicitaire Think Different, comme un clin d'œil à la simplicité des premiers jours. Ce que je respecte le plus chez Apple, c'est leur capacité à rendre simples des choses complexes. C'était l'idée de la campagne de pub. Think Different, pensez différemment. Think Different, ça vous interpellait vraiment. Et quand vous exploriez les produits Apple, c'était effectivement différent. Géniale idée marketing, qui doit donner aux utilisateurs de l'iMac, le nouvel ordinateur maison, le sentiment d'être une personne à part, à l'opposé du monde standardisé et dominant des PC. Alors il a dit, ok, je peux construire des Macintosh à jamais, mais ce sera ennuyeux. Donc nous allons lancer la stratégie du hub numérique. Et nous allons créer l'iPod, l'iPhone, le Touch, l'iPad. Ils vont tous se connecter à un ordinateur unique. Les gens vont se promener avec leur ordinateur à la main. Ça a été leur stratégie depuis 97, 98 et 99 quand ils ont lancé cette idée. Jobs a donc pu faire ce qu'il faisait de mieux, concevoir de nouveaux produits. C'est ça, Steve Jobs. Je suis un alchimiste, je suis un magicien. Je vais faire disparaître ce lapin et le faire réapparaître. Je veux faire danser les boutons. Il aimait que les choses soient magiques. Avec le iWorld, Steve Jobs pose une empreinte unique sur notre mode de vie. Un nouveau monde numérique, avec toujours la même marque de fabrique. Innovation, design et convivialité de ses produits. Pas toujours le credo des produits Microsoft. Je crois que d'une certaine manière, Bill Gates était un peu jaloux de l'immense succès de l'iPod et puis de l'iTunes. C'est un grand succès pour Steve. Je pense que c'était un système absolument génial. Ça a changé la perception que les gens pouvaient avoir pour les produits électroniques. Le gros changement a été l'iPod. Steve connaissait les MP3. Il y en avait partout au moins déjà 2 ans avant l'iPod. Mais il n'était encore vraiment destiné qu'aux personnes branchées techniques. Apple a créé un meilleur lecteur de musique. Meilleur parce qu'il était simple à utiliser. Mais ils ont dû trouver un moyen de le remplir. Pour ça, ils ont récupéré les artistes des maisons de disques. Ils ont volé à l'industrie musicale son marché. Les maisons de disques se sont dit « Ok, c'est intéressant, mais ça ne va pas aller bien loin, il n'y a pas un grand enjeu. » Apple a dit aux maisons de disques que son objectif, pour la première année, était de vendre 1 million de téléchargements musicaux. Ils ont vendu 1 million de téléchargements dès la première semaine.
Ils en ont vendu 100 millions dans la première année. Ils en ont vendu 1 milliard sur les 2 premières années. Et le marché de la musique était changé pour toujours. Et les maisons de disques se sont dit « Merde, c'est arrivé comment ?» An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? Après la musique, Apple met le monde de la téléphonie à ses pieds. L'iPhone installe définitivement Steve Jobs comme le visionnaire moderne des désirs et des besoins du consommateur. Face au cancer, il sait peut-être que ses jours sont comptés. Pas de temps à perdre pour laisser sa marque dans l'histoire du monde. Désormais, Steve dirigeait une société qui fabriquait des produits impressionnants. Il n'était plus dans l'ombre de Bill Gates, dans l'ombre de Microsoft. Apple était devenue une compagnie au succès immense. Rien qu'avec l'iPhone, Apple gagne plus d'argent que Microsoft avec l'ensemble de ses produits. C'est devenu la compagnie la plus rentable du monde. Steve Jobs n'a pas changé le monde. Il a su mettre à profit bien des choses. Bill, lui, a changé le monde. Il a fait du logiciel ce qu'il est aujourd'hui. S'il n'avait pas créé les standards, vous savez, MS-DOS, Windows, il n'avait pas été aussi inflexible pour s'assurer que ces standards prévalent. Nous n'aurions pas la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Je parle mondialement. Je ne parle pas seulement des États-Unis. Mondialement, il a laissé son empreinte dans notre univers avec ce qu'il a fait du logiciel. Il a décidé de faire la même chose en matière de philanthropie. This is my last keynote, and it's the middle of this year in July that I'll move from being a full-time employee at Microsoft to working full-time at the foundation. It'll be the first time since I was 17 that I won't have my full-time Microsoft job. And I'm not really sure what that last day is going to be like. It could be a bit strange. What do you do on your last day? So I asked some friends to help me prepare for that. Hey, it's Bill. Bill Shatner of Star Trek? No, the other Bill. Bill Clinton? Ni pop star, ni homme politique, c'est un tout autre costume qu'a choisi de revêtir l'enfant de Seattle. Dr Bill au chevet du monde. Avec la fondation qu'il dirige aux côtés de son épouse Melinda, le milliardaire affiche toujours l'envie de devenir LA référence. Il garde un œil vigilant sur Microsoft, mais aujourd'hui c'est l'humanitaire qui nourrit ses rêves universalistes. Il restera dans l'histoire comme le plus grand philanthrope, aucun doute là-dessus. Je pense que tout le monde, Steve Jobs ou n'importe qui, perçoit Bill Gates différemment quand on voit le boulot qu'il a fait. Il n'est pas comme ces gars qui traînent avec des rockstars et à l'occasion se montrent dans des galas de charité. Lui est vraiment concentré sur des objectifs à atteindre, comme éradiquer le paludisme, enfin des trucs simples quoi. En fait, des choses incroyables. Quel individu dans l'histoire a dépensé 20 milliards de dollars de sa fortune personnelle comme ça? Personne à part Bill Gates. Sur ce plan, Steve n'existe pas. Steve n'a jamais donné un penny. Je me souviens avoir eu une conversation avec Steve après que Bill Gates ait pris du recul chez Microsoft pour se consacrer à des choses extraordinaires, je trouve. S'attaquer aux maladies dans le tiers-monde, des choses comme ça. Et je lui ai dit, tu vois, même si Bill Gates a un peu dévasté l'industrie technologique pour une décennie ou deux, on peut être fier de ce qu'il réalise aujourd'hui. Et Steve m'a regardé et m'a dit, quoi? Tu veux dire redistribuer tous ces gains mal acquis? Vous savez, il n'était pas vraiment prêt à lui accorder beaucoup de crédit pour ça. Steve Jobs, jamais avare de vacherie à l'encontre de son vieil ennemi, comme dans ses pubs Apple qui ringardisent les utilisateurs de PC. Okay, easy. PC, you are a wizard with numbers and you dress like a gentleman. PC? Well, Mac, I guess you are a little better at creative stuff. Well, thank you. Even though it's completely juvenile and a waste of time. Maybe you should come in twice a week. En 2007, les deux géants se retrouvent pour une dernière rencontre médiatique organisée par Walt Mossberg, la
référent journalistique du high-tech. Le temps de l'affrontement est révolu, place à une rivalité apaisée. J'ai d'abord appelé Jobs, parce que ça serait le plus difficile à convaincre. Il m'a dit qu'il viendrait si Bill était OK. Mais il a dit, je veux qu'on prenne de la hauteur, je veux pas que ce soit une dispute. What's the greatest misunderstanding between you and your relationship and about each other? What would you say would be? We've kept our marriage secret for over a decade now. You are competitors in certain ways, which is the American way, right? We watch the commercials. And you get annoyed at each other from time to time. You know what? I have to confess, I like PC Guy better. Yeah, he's great. I like him. You know, the art of those commercials is not to be mean, but it's actually for the guys to like each other. Thanks. PC Guy is great. I like. He's got a big heart. His mother loves him. His mother loves him. I'm telling you. I like PC Guy totally much better. Wow. I do. I don't know why. He's endearing. The other guy's a PC Guy's what makes it all work. Actually. Yeah. All right. It's worth thinking about. And Bill still viewed. Bill continuait de voir Steve comme une bête curieuse. Il était fasciné par lui. Les gens lui disaient « Mais comment peux-tu laisser Steve te traiter comme ça ?» Mais Bill ne s'en rendait même pas compte. Il le regardait et se demandait « Qui est ce gars? Comment il fonctionne? Il a un algorithme là quelque part? Parce que je ne l'ai pas. » Vous savez, il a passé 30 ans à observer Steve Jobs en se disant « Mais il se passe quoi là ?»